Bonjour à tous et toutes. Bienvenue cet après-midi consacré aux politiques des centres sociaux et de mise en discussion d'un numéro de la revue Participation qui a été consacré à ces questions. Héloïse va y venir dans un instant. Je me présente donc Julien Talpin, directeur de recherche au CNRS et également co-directeur du groupement d'intérêt scientifique, le GIS Démocratie et Participation, qui est co-organisateur de cet événement. Deux mots simplement pour vous dire ce qu'est ce GIS. En fait, c'est un réseau qui rassemble une bonne partie des chercheurs et chercheuses français dans plein de disciplines, en sociaux, en sciences politiques, en histoire, en chimie, en anthropologie, sur les questions de démocratie et de participation. On est très heureux en fait de l'organisation de cet événement parce que une des vocations du GIS, c'est de fédérer au fond les recherches qui se mènent sur les questions démocratiques, mais aussi de contribuer à la diffusion et à la discussion de ces recherches avec la société. Un de nos axes de travail aujourd'hui, qui est notamment coordonné par Marion Carrel, porte notamment de la recherche participative. Et donc, c'est une question à laquelle on est particulièrement sensible. Et donc, co-organiser un événement de ce type et mettre en discussion le résultat de recherche scientifique avec les premiers concernés, je veux dire les acteurs et les actrices des centres sociaux, ça nous semblait particulièrement pertinent. Bon, je ne vous présente pas toutes les activités qu'on mène avec le GIS sur plein de questions. Héloïse organise bientôt, au mois de mai, une journée consacrée à la question de la démocratie environnementale et des questions écologie et démocratie. Moi, dans ce cadre-là, je mène pas mal de travaux sur les questions de liberté associative et en lien avec les enjeux démocratiques qu'ils soulèvent. On organise d'ailleurs une séance de séminaire le 14 mai prochain, j'en profite pour faire de la pub, sur la question de l'autocensure chez les salariés de l'éducation populaire, à partir d'une enquête qui a été menée notamment auprès des salariés de centres sociaux, mais pas seulement des régions de France. Je crois d'ailleurs que Jérémy sera un des intervenants. Je me permets de le rappeler au passage, je en reparlera. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter notre site internet. Voilà, et je vous souhaite une belle après-midi d'échange. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Héloïse Ney, je suis sociologue, je suis professeure à l'Université Paris-Cité. Et là, je vais vous présenter en fait le programme de recherche sur lequel s'appuie en fait la journée les journées qu'on organise. Donc c'est un programme de recherche qui s'intitule Engagir, un acronyme pour l'engagement et la participation au prisme du pouvoir d'agir, à partir d'une enquête qui a été menée avec les centres sociaux de la région Centre-Val de Loire. Donc c'est une recherche qu'on a coordonnée avec Catherine Lebleu, qui est là, et Louis Garnier, qui est dans le salle, qui va intervenir tout à l'heure, et qui a été financée par la région Centre-Val de Loire de 2017 à 2021. Donc, c'est une recherche collaborative qui a été menée avec la Fédération régionale des centres sociaux en région Centre et par une équipe d'une dizaine de chercheuses, surtout une chercheuse, des universités de Tours et d'Orléans, qui étaient issues de différentes disciplines, sociologie, anthropologie, gestion et urbanisme. Et en fait, l'idée, c'est d'analyser les modalités de mise en œuvre en région Centre du projet de développement du pouvoir d'agir des habitants. Habitants qui sont souvent issus des classes populaires dans les centres sociaux et dans des lieux d'animation de la vie sociale et politique avaient été assez peu étudiés en sciences sociales jusque-là, donc dans les centres sociaux. Et on s'est notamment intéressé à deux questions principales. La première, c'était de voir les usages de cette notion de pouvoir d'agir dans les discours et les pratiques des centres sociaux. Donc, en analysant ces effets sur les trajectoires et les postures des professionnels de l'animation et du travail social, et voir comment ils se sont appropriés assez diversement cette catégorie. Et la deuxième dimension, c'était d'analyser les formes d'engagement et de politisation en étudiant, on va voir les nombreux obstacles, mais aussi des appuis à la politisation dans les centres sociaux. En sachant qu'ensuite, il y a d'autres questions, nos questions de départ, en fait, il y a d'autres questions qui ont émergé au cours de la recherche, notamment les rapports sociaux de classe, de genre et de race qui sont à l'œuvre dans le quotidien des centres sociaux et qui font l'objet, on verra avec la deuxième session aujourd'hui, d'un évitement, en fait, d'un impensé en raison d'un évitement du conflit et d'appréhender d'un certain nombre de normes de mixité sociale, de l'intégration, de la laïcité. Et ça, c'est plutôt des questions qui sont apparues en cours de route. Et au niveau de la recherche, en fait, c'est une recherche qui a reposé sur des enquêtes de terrain
donc, ont été menées dans une dizaine de centres sociaux de la région, avec des situations un peu assez diverses, et aussi sur des ateliers de coproduction de la recherche qui ont réuni la Fédération régionale des centres sociaux, l'équipe de recherche et les acteurs et actrices du réseau des centres sociaux à l'échelle régionale. Alors, les résultats de cette recherche, elles ont fait l'objet d'un colloque qu'on a organisé à Tours en 2020, où on a présenté nos travaux et puis on a échangé aussi avec un groupe de chercheurs extérieurs, donc notamment Hélène Balazar qui présentera tout à l'heure, Anaïs Puren et Julien Taton qui étaient là, en gros, qui avaient d'autres collègues. Et en fait, ce colloque et puis la recherche engagée de manière plus générale, ça a donné lieu à un ouvrage collectif que vous avez dehors en arrivant, qui s'intitule « Le pouvoir d'agir dans les centres sociaux, reconfiguration militante et professionnelle », qui a été publié au Presse du Septentrion l'an dernier, en 2023, et aussi d'un numéro d'Arbu Participation sur le politique des centres sociaux, donc qui a été également publié l'an dernier. Et en fait, dans ce numéro sur le politique des centres sociaux, dans l'ouvrage, ce qu'on défend, c'est l'importance de penser les centres sociaux, donc on était assez peu analysé en sciences sociales par rapport à d'autres lieux, comme des espaces politiques originaux qui permettent d'éclairer certains enjeux politiques contemporains et notamment ceux sur lesquels on va parler aujourd'hui, de démocratie, d'engagement, de participation, mais aussi de justice sociale, notamment de lutte contre les discriminations. Et donc là, l'objectif du séminaire aujourd'hui, donc on a élaboré conjointement entre le GIP Démocratie Participation et la Fédération nationale des centres sociaux, c'est de discuter en fait de ces publications et de croiser les résultats de ces recherches avec le travail qui est en cours dans le réseau des centres sociaux vers la définition du futur projet fédéral national. Et donc, on se dit que c'est un bon moment en fait, pour échanger entre chercheurs, enfin, pour poursuivre les échanges en fait, entre chercheurs et acteurs sur ces questions. Je passe la parole. Voilà. Un peu de dans quel fracasse. C'est la chose. Ouais, vas-y. Donc, du coup, pour reprendre un peu ce que vient de dire Héloïse, moi, je veux juste présenter un peu rapidement comment ça va fonctionner cet après-midi et comment on essaie de mettre en scène un peu cette idée de construction en commun. Donc, on va avoir deux sessions. Une première session qui va démarrer juste après, autour de un des axes de notre projet fédéral, autour de la démocratie. Dans cette session, il y aura une présentation de 3 articles, puis on aura un petit temps d'échange avec 2 personnes de la Fédération nationale, donc un salarié et un administrateur, qui ont lu avec d'autres ces articles et qui ont des petites questions à poser. Et on pourra aussi, les intervenants et intervenantes, poser des questions à la Fédération. Puis, il y aura un temps d'échange de questions du public, donc vous qui êtes présents dans la salle, et aussi les personnes qui sont en visio qui peuvent laisser des questions sur le chat. Et on aura une petite sélection de ces questions-là s'il y en a à poser aux intervenants et aux intervenantes. Une première session sur cette forme-là, sur la question de la démocratie, puis une deuxième session sur la question de la lutte contre les discriminations, qui est en plein dans l'axe C, les questions de reconnaissance et de justice sociale de notre projet fédéral. Et de la même manière, 3 présentations d'articles, un temps un peu de table ronde avec des membres de la Fédération nationale, puis un temps plus ouvert d'échange avec le public. Donc voilà un peu comment ça va fonctionner. Il y aura un temps de pause entre les 2 sessions, bien évidemment. Et donc je laisse la parole à Claire. Merci beaucoup, Jérémy. Bonjour à tout le monde. Désolé pour le retard. J'ai eu un rendez-vous incontournable. Oui, on est super content d'organiser ce séminaire en commun avec le GIS, parce que ça résonne à plein de niveaux avec ce qu'on porte, avec ce qu'on porte autour du projet fédéral qu'on est en train de finaliser. Autour des échanges, pour ceux qui étaient là à Tours, sur la question de la politisation. À Tours, on a fait, pour ceux qui savent pas, on a fait un séminaire interfédéral. Il y a eu des grosses questions sur la politisation des centres sociaux, la radicalisation, est-ce qu'on doit se radicaliser ou pas, etc. C'était intéressant. Voilà. Donc, déjà, à ce titre-là, je pense que le temps d'aujourd'hui va contribuer à nous éclairer davantage. Aussi, évidemment, dans les enjeux
la question du lien au monde de la recherche, pour pouvoir consolider, muscler, renforcer notre visée politique et nos projets. Je pense qu'on a encore beaucoup à progresser sur les alliances qu'on fait avec le monde de la recherche, et ce temps est à ce titre aussi important. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du projet fédéral, notre projet fédéral qui s'articule autour des questions de démocratie et de justice sociale. En quoi on est des centres sociaux, on est des acteurs de démocratie pour plus de justice sociale. Il poursuit aussi l'élan du développement du pouvoir d'agir. Et donc, toutes les recherches qui ont été faites autour de ça nous intéressent tout particulièrement. Donc, ravi de ce temps qui va être, j'en soutiens, un temps de ressourcement, de réflexion politique. Et dans la période actuelle, je crois qu'on en a plus que besoin. Merci Ogis, merci en particulier à Julien et Héloïse, à Catherine, aux chercheurs qui vont nous présenter tous leurs travaux, aux membres de l'équipe et du CA qui ont lu attentivement et de manière très précise les articles et qui nous feront un retour, à la LSH pour son accueil, et un merci particulier à Jérémy pour ses travaux et son impulsion dans l'organisation de la rencontre, et cette double casquette, le chercheur et le chargé de mission à la SSF, qui est extrêmement précieuse. Voilà. Bien. Peut-être pour introduire cette première session consacrée aux enjeux de l'État. Oui, bonjour à toutes et tous. Un petit coucou aussi à vous qui nous suivez en ligne. On est ravis que cette rencontre ait du succès et que vous soyez avec nous, même à distance. Et puis, bonjour à tous ceux qui sont là. On va vous rentrer dans notre première session autour de la démocratie. Donc, on a appelé les centres sociaux acteurs démocratiques, enjeux de participation, de conflit et d'action collective. Julien présentera donc les chercheurs chercheuses qui vont présenter leurs différents travaux. Nous avons 3 articles. Cet enjeu-là, il croise, je pense qu'on a la petite diapo. Dans notre projet fédéral, nous avons 4 orientations autour d'enjeux de société et de questions sociales et 2 orientations autour de notre fédéralisme, notre organisation en réseau, la manière dont on appuie les centres. Dans les 4 orientations sur les questions sociales, la 4e porte sur la vie démocratique aujourd'hui. Je veux bien que mon petit stage t'arrive. Donc, c'est l'axe D qui porte sur la vie démocratique aujourd'hui, dans lequel ce projet fédéral a été élaboré de manière très collective. Il y a eu pas mal de temps d'élaboration interne à la FCF, mais surtout avec le réseau. Et ce qu'on voulait dire sur la démocratie dans notre vision de société, il y a d'abord la notion de qualité de vie démocratique et de la participation de toutes et tous. L'enjeu aujourd'hui d'élargir la participation de toutes et tous à la démocratie, et peut-être en particulier l'enjeu d'une participation à la construction des politiques publiques. Il y a également l'enjeu de justement ceux qui sont peut-être à l'écart de la vie démocratique, de l'espace public. L'idée qu'une démocratie, c'est notre bien commun. On aimerait travailler davantage pour qu'elle soit accessible à toutes et tous et vivante. Et en complément de ça, 2 idées qui nous semblaient très importantes et qui ont été affirmées assez fortement dans les travaux, c'est que pour une démocratie vivante, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté évidemment d'information sont des biens cruciaux sur lesquels on ne peut pas faire démocratie, y compris évidemment nous centres sociaux. Et puis l'idée d'une démocratie vivante aussi parce qu'elle est en mesure d'exprimer, de faire vivre des désaccords et des débats qui permettent
de grandir, de prendre des décisions et qui ne fassent pas l'autruche par rapport aux conflits qui peuvent exister dans une démocratie. On a aussi l'idée d'une démocratie du faire, ça c'est quelque chose qui est très présent, peut-être que vous nous en parlerez. Et puis bien sûr l'importance des engagements, donc là aussi il y a des articles, des travaux qui vont vous être présentés qui sont très intéressants sur la manière dont on conçoit l'engagement, les représentations qu'on a et puis les formes d'engagement concrètes que permet le centre social. Et puis aussi, indispensable, l'autonomie, et ça c'est bon, ça va te parler Julien, mais l'autonomie de la société civile, les libertés associatives qu'on a souhaité réaffirmer dans cette vision de société. Là aussi, on ne peut pas agir de manière satisfaisante dans un contexte où ces libertés sont remises en question, où on a le sentiment qu'elles sont petit à petit rognées. Donc, c'est aussi d'exprimer que les centres sociaux sont des acteurs dans leur diversité évidemment, mais sont des acteurs de cette vie démocratique et qui sont aux côtés de l'ensemble des autres acteurs démocratiques qui sont indispensables. Voilà, et dernière idée, c'est faire vivre la démocratie aussi au sein de tous les collectifs, y compris nous en interne. Donc il y a l'idée aussi de progresser sur une forme de cohérence entre les principes qu'on peut se donner et puis nos organisations en interne, on va en parler dans la deuxième session. Le partage du pouvoir, la lutte contre les discriminations, etc., de s'appliquer aussi évidemment à nous-mêmes. Voilà pour cet axe-là qui fait écho aux travaux là dont on va discuter maintenant. Et du coup, c'est pas Julien qui appelle les trois intervenants. Absolument. Ça marche mieux là. Donc on me dit qu'il y a des problèmes de son qu'on nous entend moyennement en fait à distance. Est-ce que c'est mieux là? Alors moi j'ai tendance à parler fort tout à l'heure, mais je sens que le micro aussi n'est pas tout à fait de la même puissance. Peut-être qu'on va utiliser celui-là. Alors effectivement, pour aborder ces questions, et Jérémy en a déjà dit quelques mots, on a prévu tout un déroulé dans un premier temps. On aura donc présentation de leurs travaux par trois chercheurs et chercheuses. Jérémy Louis, qui en plus de sa casquette de chargé de mission à la SCSF, est également docteur en urbanisme, a fait une thèse sur ces questions et il reviendra à partir du papier qu'il a consacré dans la revue Participation. Héloïse Ney, donc, qui est professeure de sociologie à l'université Paris-Cité, et Catherine Neveu, directrice de recherche au CNRS en anthropologie et ancienne présidente du comité scientifique du GIS. Et donc, on est très heureux de pouvoir les écouter. Je serai très strict sur les temps parce qu'on a un timing serré et donc chacun aura une dizaine de minutes, 10 minutes max pour résumer au fond leur article. Puis ensuite, on accueillera, alors, sauf s'ils veulent nous rejoindre dès maintenant, Patrick Meyer et Léo Henriot, qui viendront réagir d'une façon à ces présentations, poser un certain nombre de questions, puis s'engagera une discussion entre vous. Est-ce que Patrick et Léo nous rejoignent maintenant? D'accord. Il n'y a pas assez de challenge. Donc on va commencer très simplement par les présentations de Jérémy et de Catherine, et ensuite on vous accueillera. Oui, et je passe la parole à Jérémy. Ouais, on nous demande aussi sur le Zoom de faire le partage d'écran. Je ne sais pas si quelqu'un peut. Julien, si tu peux. C'est là. Voilà, ce qui leur permettra de voir aussi les diapos. Du coup, ouais, moi, je vais vous présenter l'article que j'ai fait dans ce numéro de la revue Participation, qui raconte un peu la manière dont le réseau des centres sociaux a défini ses valeurs et ses objectifs politiques à travers son histoire. Cet article-là, il est issu du premier chapitre de ma thèse qui est consacré à la question du pouvoir d'agir dans les centres sociaux. Et dans ma thèse, puisque j'abordais le pouvoir d'agir des habitants comme étant une sorte de nouvel objectif politique pour les centres sociaux, j'ai été voir un peu dans l'histoire comment est-ce que ce réseau-là définissait ses objectifs politiques et comment est-ce que ça avait pu évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont persistantes depuis la naissance des centres sociaux à la fin du 19e siècle, ou est-ce que ces choses-là sont tout à fait différentes un siècle plus tard. Et donc, du coup, je vais vous présenter un peu en 10 minutes quelques-uns des constats que j'ai pu faire en faisant cette démarche un peu historique. Deux petits points de précision avant de démarrer. Je fais pas une généalogie des centres sociaux. On sait, vous le savez sûrement mieux que moi d'ailleurs, que le réseau des centres sociaux est un réseau extrêmement divers et que chaque centre social, chaque situation locale, chaque fédération a une histoire très différente.
Ce que j'ai fait dans ma thèse et ce que j'ai fait dans cet article, c'est que je croise des productions issues du réseau et de quelques auteurs phares de l'histoire des centres sociaux comme Robert Durand ou encore Jacques Eloi qui est présent ici aujourd'hui, je le remercie, avec des travaux de sociologie et de sciences politiques qui évoquent les contextes historiques de ces structures, donc l'évolution de l'éducation populaire, l'évolution de l'action sociale, des politiques publiques, de la démocratie participative, etc., etc. Et tout ça pour arriver à 3 grandes périodes historiques sur lesquelles je vais revenir aujourd'hui. Une période des débuts à la fin du XIXe siècle, qui va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui est marquée par l'influence du catholicisme social. Une période qui va des années 50 aux années 80, plus précisément des années 60 aux années 80 d'ailleurs, qui est souvent mentionnée comme un âge d'or pour les centres sociaux et pour l'éducation populaire en général, et je reviendrai un peu pourquoi on parle de cet âge d'or. Et enfin, une période qui s'est ouverte avec la décentralisation à partir des années 80 et qui continue aujourd'hui, qui est marquée fortement par la logique de projet et les enjeux qu'il y a autour de ça aujourd'hui. Donc du coup, je vais revenir d'abord peut-être assez rapidement sur cette première période avec une forte influence du catholicisme social et du familialisme. Donc les centres sociaux, ils émergent à la fin du XIXe siècle, à la toute fin, dans les années 1890. Les tout premiers centres sociaux sont mis en place par des femmes issues principalement des milieux catholiques bourgeois qui s'installent dans les quartiers ouvriers de la capitale. Elles décident de résider sur place et c'est pourquoi au départ, de nombreux centres sociaux sont appelés des maisons sociales ou des résidences sociales. La figure de la résidence de cette femme, généralement une femme qui est sur place, est centrale pour les premiers centres sociaux. Ces femmes qui font cette démarche en s'inscrivant dans des courants du catholicisme social, avec la volonté de retrouver une société qui se recentrerait sur les cellules de base que sont la famille, le voisinage, contre le délitement des relations sociales qu'elles constatent à la fin du XIXe siècle et qui seraient propres aux villes et aux faubourgs propres à la révolution industrielle. Dans ces premiers centres sociaux, on retrouve des activités pour toute la population, centrées sur la construction de relations d'amitié, dans le voisinage et sur de l'action familiale, à travers notamment de l'enseignement ménager. Les pionnières des centres sociaux, comme Marie-Jeanne Bassot, ou encore Mercedes Lepère de Lamothe, défendent des caractéristiques communes à ces maisons sociales. Ces caractéristiques sont au cœur de la création de la Fédération nationale des centres sociaux en 1922. Je vais définir quelques-unes de ces caractéristiques. Il y a d'abord une ambition politique affichée de rapprochement entre les classes contre des logiques qui prendraient plutôt, par exemple, la lutte des classes. Une tension qu'on retrouve d'ailleurs historiquement dans le réseau. Il suffit de penser à la place prépondérante aujourd'hui accordée aux idées de cohésion sociale ou de mixité sociale dans les discours, et en même temps, d'autres discours qui parlent de démocratie comme espace de conflit. Et donc, du coup, on retrouve cette tension-là aujourd'hui dans les discours et dans les discussions et les échanges sur les enjeux politiques des centres sociaux. Pour effectuer ce rapprochement entre les classes, ces premières résidences sociales s'arment de deux socles que sont les relations d'amitié dans le voisinage et la valorisation de la cellule familiale. Cet accent familialiste déplace la question sociale du conflit politique exprimé par le mouvement ouvrier notamment vers le terrain de la morale et de l'hygiène. Un dernier élément important concernant cette première période, c'est la notion de maison. Le centre est vraiment perçu à travers notamment la nomination de maison sociale comme une extension de la cellule familiale. Les centres sociaux sont donc nommés maison sociale avec une notion de maison qu'on retrouve aujourd'hui lorsqu'on évoque notamment les 3 maisons des centres sociaux. Et cette approche du centre social comme extension du domaine du privé, qui permet de se détendre, de sortir des problèmes du quotidien, d'avoir un havre de paix pour échanger, peut contribuer à des formes d'évitement du politique, car les enjeux et les problèmes rencontrés par les populations ne sont pas publicisés pour pouvoir penser à autre chose, pour pouvoir faire d'autres activités, d'autres services et ne pas se prendre la tête avec les enjeux qui se passent en dehors du centre. Donc voilà un peu quelques grands éléments. Alors c'est dans l'article et dans ma thèse, c'est plus détaillé, mais c'est quelques éléments sur lesquels je voulais revenir qui peuvent amener à réfléchir sur des continuités historiques qui peuvent y avoir aujourd'hui. Dans une deuxième partie, du coup, je reviens sur la question de la reconnaissance de la fonction d'animation globale des centres sociaux et de cette période dont je parlais tout à l'heure, des années 60 aux années 80. Donc, je parlais d'âge d'or. En fait, c'est un terme qui est utilisé par les travaux de chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur l'histoire des centres sociaux. On a pu entendre parler aussi de temps des réalisations ou encore des 20 glorieuses des années 60 et 70 pour les centres sociaux.
Et on parle d'âge d'or parce que c'est une période qui croise d'un côté l'accroissement des centres sociaux et de leur budget, mais en même temps l'accroissement du bénévolat, et notamment du bénévolat militant dans les centres sociaux, et c'est une période assez exceptionnelle de formes d'institutionnalisation et en même temps de formes de militantisme très fortes. Je passe très rapidement sur une période un peu spécifique du réseau, qui est les années 50, où en fait les centres sociaux sont beaucoup montés par des caisses d'allocation familiale en gestion directe et par les CAF, avec des activités pour les bénéficiaires de ces centres sociaux. Mais c'est une centaine de structures et en fait le gros boom des centres sociaux de l'après-guerre, c'est plutôt dans les années 60, avec une date qui est importante à retenir, qui est 1961, qui est la mise en place des locaux collectifs résidentiels dans les nouveaux quartiers de grands ensembles, ce qu'on a appelé les mètres carrés sociaux, qui sont réservés aux associations pour toute nouvelle construction dans les grands ensembles. Et ces mètres carrés sociaux, c'est pour avoir des espaces associatifs qui assurent une vie sociale dans ces nouveaux quartiers. Un grand nombre d'associations d'éducation populaire s'y engouffrent et beaucoup de centres sociaux sont créés à cette époque-là. À la fin des années 70, je vais prendre une notion un peu plus chiffrée, à la fin des années 70, les centres sociaux en CAF sont déjà minoritaires et d'ailleurs, ils représentent aujourd'hui plus que 3% des modèles de gestion au sein de la Fédération des centres sociaux. Donc, la croissance des centres sociaux à cette période repose sur l'organisation de la vie sociale, l'animation de la vie locale. À côté de l'école et du monde du travail, les centres sociaux participent au projet républicain d'intégration sociale de la société salariale. Activités culturelles, éducatives, de loisirs, dont les usagers sont censés participer à l'élaboration. C'est aussi la période de l'émergence du métier d'animatrice et d'animateur qui prennent le relais des résidentes sociales des premiers temps. Ces professionnels ne résident plus dans la maison ou dans la résidence sociale, mais par contre, bien souvent, ils habitent dans les quartiers dans lesquels ils travaillent. Les centres sociaux deviennent ainsi des lieux d'action collective pour des bénévoles et des professionnels qui habitent le territoire, qui connaissent les mêmes problématiques, poussés en cela par des formes de militantisme issus du militantisme chrétien, notamment les jeunes ou encore les GIEC. C'est une nouveauté pour les centres sociaux que Robert Durand, dans un de ses ouvrages, évoque comme l'émergence d'une forme de syndicalisme du cadre de vie. Néanmoins, ces formes de militantisme sont rééquilibrées par de la professionnalisation. L'État reprend la main à travers des diplômes d'éducation populaire, de jeunesse et des sports, et se fait un mouvement d'institutionnalisation qui transforme petit à petit les associations du secteur en partenaires du service public. Voilà. Pour les centres sociaux, cette forme d'institutionnalisation va se matérialiser par l'agrément centre social qui va être délivré par la CNAF à partir de 1971. Et donc, du coup, pour finir, la dernière partie qui est l'arrivée dans une logique plus de projet pour les centres sociaux, c'est la période de décentralisation dans les années 80. Ça touche le réseau des centres sociaux en 1984. C'est la décentralisation de la procédure d'agrément. Désormais, c'est délivré par les CAF au niveau local et les centres sociaux doivent proposer un projet social pour recevoir cet agrément. Dans ma thèse, j'évoque entre les années 80 et les années 2000 une forme de double dépolitisation des centres sociaux. Une dépolitisation qui se fait par le haut, c'est-à-dire par la mise en partenariat avec les institutions publiques, à travers la contractualisation, à travers la logique de projet. C'est la dépossession des objectifs politiques des centres sociaux qui deviennent opérateurs de politique sociale et politique publique avec des injonctions partenariales parfois contradictoires entre elles. Donc, à cette dépolitisation par le haut s'ajoute une dépolitisation par le bas, par la professionnalisation, la technicisation, le départ de certains résidents de classe moyenne qui faisaient partie de ce bénévolat militant et par la technicisation des professionnels. Et donc, du coup, plus récemment, pour faire face à cette forme de dépolitisation, les centres sociaux et leurs fédérations ont voulu réaffirmer leur projet politique à plusieurs reprises à travers un congrès autour de la citoyenneté dans les années 90, à travers fortement la charte fédérale en 2000 qui réaffirme les valeurs de démocratie, de solidarité et de dignité, et enfin à travers la démarche du projet fédéral autour des années 2010 qui va affirmer le pouvoir d'agir des habitants et des habitantes comme un objectif politique, avec comme enjeu de se réapproprier pour le réseau des objectifs politiques et qui ne soient pas dictés exclusivement par les partenaires. Donc voilà, on va y revenir après. Voilà un petit peu une sorte d'état des lieux de contexte dans lequel on arrive dans les années 2010 et qui est un peu le contexte dans lequel les enquêtes et les travaux qui vont être présentés après se situent. Merci Jérémy.
Donc, des tensions potentielles dans les centres sociaux par rapport à cette histoire. Et je vais te passer la parole, donc Catherine Neveu, tu es anthropologue et tu as, je crois, aussi relevé quelques tensions dans les centres en ce qui concerne notre représentation de la citoyenneté, des parcours d'engagement. Et je te donne la parole également pour une dizaine de minutes. Merci. Donc, je remercie très sincèrement toutes les personnes qui se sont engagées dans l'organisation de ce séminaire. Et je trouve que c'est vraiment je suis ravie d'être là. Que vous soyez aussi nombreux et nombreuses. Donc, effectivement, l'article que j'ai écrit dans ce numéro de participation, alors, juste pour préciser les choses, dans les centres sociaux, ça fait maintenant, il faut bien de l'admettre, 13 ans que je les côtoie, comme compagne de route de la FCS, de différents titres et comme chercheuse, depuis un moment aussi. Et donc, dans cet article-là, le numéro de participation issu de la recherche engagée, j'ai essayé d'analyser les représentations à l'œuvre dans le réseau des centres sociaux. Alors, de la région centrale Loire, puisque le Gazir était là-dessus, mais bien au-delà de la seule région, c'est pas une caractéristique locale, ce que je vais vous décrire là. Donc, analyser les représentations à l'œuvre quant à la bonne forme de citoyenneté et de démocratie, représentations qui sont cristallisées au fil du temps. J'ai réussi à évoquer certaines d'entre elles, sont toujours présentes effectivement pour la construction de conflits harmonie, on va dire, pour aller vite. Et une représentation qui possède une réelle puissance performative, c'est-à-dire qu'elles ont des effets. Elles ne sont pas juste dans les têtes des gens, elles ont des vrais effets dans les pratiques. Et donc, ce que j'ai essayé dans cet article, c'est dans un premier temps de décrire et d'analyser ce régime dominant de citoyenneté dans les régions. Alors, dominant au sens d'une couleur, on était dans un tableau de couleur dominante. Donc, essayer de décrire et d'analyser ce régime dominant de citoyenneté dans le réseau, et puis par ailleurs d'essayer de saisir aussi comment l'introduction de la visée du développement du pouvoir d'agir a eu des effets ou pas sur cette représentation dominante et structurante, et voir comment est-ce que lier cette description, cette analyse du régime dominant de citoyenneté et les effets. J'arrive pas à le changer, ça se voit. Le pouvoir d'agir permet sans doute de comprendre en partie certaines des résistances, des formes d'appropriation de cette visée du pouvoir d'agir dans le réseau. C'est une approche qui est un petit peu différente de celle dont parlera Louise après, qui cherche à produire des formes d'évitement du politique, puisque moi, ma posture est précisément de considérer que les centres sociaux n'évitent pas la politique, mais qui sont de part en part structurés par cette représentation politique, juste qu'ils prétendent qu'ils ne savent pas et qu'il n'y en a pas. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce régime dominant de citoyenneté, de cette conception dominante de la citoyenneté dans le réseau? La première caractéristique, c'est ce que j'ai appelé après d'autres, notamment après Saïd Bouamama, une conception capacitaire de la citoyenneté. C'est-à-dire que globalement, la citoyenneté est vue comme un ensemble de compétences et de savoirs qu'il faudrait acquérir avant, et c'est le avant qui est important, avant de pouvoir se penser ou avant de pouvoir être vu comme citoyen et citoyenne. Et pour s'engager, il faut acquérir des compétences, des savoir-être, et par ailleurs, il faut aussi être débarrassé ou être capable de s'abstraire des difficultés matérielles auxquelles on est confronté dans la vie quotidienne, difficultés matérielles qui, du coup, sont vraiment perçues non pas comme des points d'appui à l'engagement et à la politisation, mais comme des obstacles, comme des intérêts individuels, des intérêts personnels, voire des intérêts égoïstes et qui devraient être l'appui du paysage avant de pouvoir penser des formes d'engagement détachées ou désintéressées. J'y reviendrai en fin de présentation. Et du coup, la visée principale qui est donnée à la compagnie des bénévoles, notamment, les habitants de manière générale, c'est un accompagnement dans l'acquisition de ces compétences et de ces savoir-être, acquisition qui est vue par ailleurs comme d'autant plus nécessaire que généralement on reconnaît quand même bien peu de compétences aux habitants ordinaires, malgré tout. Donc voilà, premier point important, cette conception capacitaire, et deuxième point important que j'ai souligné dans cet article, c'est la puissance de l'idéal, de ce que Régis Torpecero appelle l'idéal normatif du parcours d'engagement. Il ne serait pas la priorité de vous décrire, je pense que vous le connaissez bien, on commence
On commence par suivre les activités du centre social, après on devient bénévole d'activité, puis si tout se passe bien, on finit au CA. Et j'y reviendrai aussi tout à l'heure, cet idéal normatif du parcours d'engagement, comme une série d'étapes successives que l'on doit passer les unes à la suite des autres. Étrangement, on la voit dans les 3 maisons des centres sociaux. Et ce qui est intéressant dans ce parcours d'engagement, c'est qu'il peut être vu, et là je me suis appuyée aussi sur les travaux de Jérémy, comme un parcours de désintéressement, au sens d'un engagement, oui, désintéressé pour un intérêt général, un peu abstrait, un peu universel, mais qui n'est pas lié à sa condition spécifique, à sa position particulière dans la société, aux difficultés spécifiques ou aux problématiques spécifiques auxquelles on est confronté. Et donc, c'est un parcours du désintéressement qui va se déployer dans la maison de la citoyenneté, qui est décrite comme la maison qui est porteuse de la dimension d'intérêt général, dont une des fonctions principales, d'ailleurs, est d'organiser des débats. Débats qui sont conçus comme autant d'espaces d'expression des opinions et d'échanges. Alors, les centres sociaux comme le débat, c'est quelque chose dans la rhétorique, c'est très présent. Je suis pas sûre que ça soit aussi présent dans les pratiques, en tout cas c'est très variable. Mais j'ai voulu saisir aussi dans ce travail et dans cet article, quelles étaient les fonctions qui étaient assignées au débat dans les représentations dominantes dans le réseau. Fonctions qui sont diverses, mais qui sont aussi liées par un certain nombre de motifs communs. Le premier motif commun, c'est cette tension qu'évoquait Jérémy, qui est entre accueillir tout le monde, assurer la cohésion sociale dans un souci généraliste, versus éviter le conflit et l'expression de désaccord. Ça, quand on discute de débat, on toujours ça va provoquer des discussions, des désaccords, on n'est pas sûr de pouvoir maîtriser. Et puis une conception du débat qui ne vise pas tant à mettre en commun des situations particulières ou des situations vécues pour envisager, le cas échéant, des formes de conscientisation et d'action collective, mais une conception du débat qui vise précisément à désingulariser les positions à travers des exercices de traduction qui transforment ces vécus singuliers et partagés par plusieurs personnes, le cas échéant, qui les transforment en problématiques générales et abstraites. Voilà, juste pour donner un exemple. Il va y avoir des habitants qui vont soulever une question à laquelle ils sont confrontés, je ne sais pas, de logement ou de rapport avec la police. On va faire un débat général sur la République et la laïcité. Et alors que les choses du quotidien qui pourraient être saisies collectivement et devenir politiques, ces choses du quotidien, elles perdent cette capacité à travers ce processus de désincarnation progressif dans la manière dont est pensé le débat et son rôle. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ces représentations dominantes sont mises au contact d'une autre catégorie de pensée d'action, celle du développement du pouvoir d'agir? Est-ce que sa mise en circulation a ou pas fait évoluer cette représentation dominante? Alors, ce que j'ai pu, je vais aller vite parce qu'il me reste 3 minutes, ce que j'ai pu observer globalement, c'est que les formes d'appropriation de la visée du développement du pouvoir d'agir, dans la mesure où cette représentation dominante de la citoyenneté valorise fortement les notions de progression, d'étape, de parcours, d'acquisition de compétences en amont de toute action, ce que ça donne quand ça rencontre le pouvoir d'agir, c'est que cette version individuelle du pouvoir d'agir qui est privilégiée, et qui est intégrée plus facilement, le pouvoir d'agir comme capacité à reprendre confiance en soi, comme prise de conscience par l'individu préalable à tout engagement, du pouvoir qui est en soi de modifier son environnement. Et donc ça, c'est le premier effet, cette réduction, ou en tout cas ce privilège de nos dimensions individuelles du pouvoir d'agir. Et donc, du coup, les 3 dimensions du pouvoir d'agir qui sont décrites par Marie-Hélène Bacquet et Cécile Divener dans la dimension individuelle, la dimension collective et la dimension politique, elles sont vues comme étant des étapes successives, souvent. Il faudrait déjà avoir le pouvoir d'agir individuel avant de pouvoir passer au pouvoir d'agir collectif et éventuellement au pouvoir d'agir politique. Et Damiens, c'est pas de chance, ça correspond exactement aux 3 maisons.
Donc voilà, là il y a une sorte de conflagration un peu problématique qui s'est produite. Je sais bien que c'est par exemple pas censé être des étapes, mais franchement dans la pratique c'est quand même des étapes. Et donc cette congruence entre les trois dimensions du pouvoir d'agir et les trois modules du parcours fait que les formes d'absorption de la visée de pouvoir d'agir ont plutôt été dans la reproduction des formats précédents d'accompagnement de l'engagement que dans leur diversement. Je conclus. Donc une citoyenneté dans les formations dominantes qui est surtout définie comme une école de l'intérêt général qui interdit ou qui légitime l'expression d'intérêt vu comme particulier et l'égoïsme, mais ça c'est pas propre aux centres sociaux, hein. C'est pour aller vite la version républicaine orthodoxe de la citoyenneté. Une place privilégiée accordée au débat sur des questions générales comme étant la quintessence du politique, hein. Une vision capacitaire de la citoyenneté qui tend entre autres à distinguer le congrès du politique, oui, le concret, pardon. Le concret du politique. Surtout, il devient difficile de lier ce concret, les injustices vécues, les colères, des enjeux politiques. Et puis une puissance de cette culture politique, que je crois que c'est vraiment ça dont il s'agit, une culture politique des centres sociaux, une puissance de cette culture politique qui tend plutôt à déboucher sur une forme de phagocytage, le pouvoir d'agir, est principalement interprété dans ces versions d'émancipation individuelle au détriment de la visée de transformation sociale. Donc pour conclure, je pense qu'il y a un vrai enjeu démocratique à expliciter cette conception dominante et à arrêter de faire comme si elle n'existait pas. Au lieu d'en voilà, je pense que c'est un vrai enjeu démocratique et en lien avec le projet fédéral, comme ça j'aurais posé la question sur le projet fédéral en même temps. La démocratie, c'est pas que penser la place des habitants et des habitantes et des citoyens et des citoyennes dans les politiques publiques. Et la démocratie, c'est aussi des manières de vivre ensemble et de faire société ensemble. Et si on n'interroge pas la culture politique des centres sociaux, soit pour l'assumer en disant qu'elle est bonne, qu'elle est correcte et qu'elle nous convient et qu'on fait avec ça, soit pour la remettre en cause, on aura du mal à prétendre faire autre chose. Les centres sociaux, pardon, c'est la schizophrénie qui est là. Les centres sociaux ont du mal à faire la reproduction de ce schéma dominant. Merci. Juste pour la prochaine présentation, on va essayer sans micro parce qu'apparemment ils nous entendent très mal en visio et peut-être que ça, apparemment, ça résonne beaucoup. Donc on va essayer un peu sans micro. Si vous n'entendez rien au fond, vous nous dites et on se passe pour le micro, mais on essaye que ça fonctionne bien pour tout le monde. Merci Catherine. Du coup, on a envie de réagir. N'hésitez pas à réagir dans le chat. D'ailleurs, on aura un petit temps où on partagera quelques réactions tout à l'heure. Héloïse, je crois que tu as ton article s'appelle Entre refus, évitement et expression du politique. Donc, on se refuse, est-ce qu'on évite? Est-ce que parfois le politique s'exprime dans les forces? Merci. Donc, l'article dans la revue, l'idée, c'est de saisir les raisons d'une mise à distance du politique dans les centres sociaux. Donc, en analysant à la fois les obstacles, les conditions d'expression du politique en leur sein. Donc, c'est une réflexion que là, je développe à partir d'une enquête de terrain que j'ai menée pendant 2 ans dans un centre social associatif à Chigny, une petite ville en Indre-et-Loire, plutôt en milieu rural, en observant beaucoup d'activités en son sein, 2 espaces de convivialité hebdomadaire, un espace de rencontre et une cafette migrant, et puis plusieurs instances de gouvernance sociale, le CA, une commission usagée, les AG. Et ça rejoint des observations en fait qu'on a pu faire dans d'autres centres sociaux de la région centre, notamment dans l'ouvrage collectif, il y a un chapitre qu'on avait coécrit avec Sarah Rétif, ça reviendra à la prochaine session, et on compare le cas chinois avec un centre social qui est constitué dans un quartier politique de la ville. Alors, on est parti là d'une définition un peu différente, mais ça rejoint sur un fait du politique, une définition élargie du politique, hein, donc qu'on réduit pas un univers spécialisé pour la conquête et l'exercice du pouvoir, mais qui comprend l'ensemble des conditions de vie en société et les conflits qui la traversent. On a notamment repris un concept qui a été développé par une sociologue américaine, Nina Egazov, qui a travaillé sur l'évitement du politique dans des associations assez diverses aux États-Unis, et elle parle de conversation politique animée par l'esprit public, en disant que la question, c'est de savoir si les personnes, donc là, c'est tirent les implications publiques de leur sujet de discussion, si elles imaginent que ce qu'elles disent importe à d'autres qu'elles-mêmes, qu'elles pensent que toute la société est en toile de fond de leur discussion,
C'est le processus permettant l'élargissement du champ des préoccupations. C'est une manière de parler animée par l'esprit public et non pas un sujet qui serait au nom politique. Et donc, c'est une approche qui s'inspire des travaux d'une autre politique américaine, la Friedkin, pour qui la discussion, en fait, devient animée par l'esprit public quand les citoyens s'expriment en termes de justice. Donc, les discussions prennent un caractère politique, en fait, quand elles sont orientées vers le bien commun, la dénonciation de l'injustice ou la revendication de droits. Alors, nos principales surprises, en fait, en arrivant sur le terrain, ça a été d'observer donc comment le politique définit cette manière était relativement absent, voire ouvertement évité dans les centres sociaux et notamment dans les conseils d'administration qui étaient censés porter le projet politique de la structure. Donc, par exemple, là, sur le terrain chinois, il y a une administrative qui déclare en réunion « De toute façon, nous sommes apolitiques à l'association, nous l'avons toujours été ». On a été aussi étonné par le fait que les références à l'actualité politique soient quasiment inexistantes dans les centres sociaux de la région, alors que la recherche s'est déroulée à un moment d'intense conflictualité sociale, dans le moment du mouvement des Gilets jaunes. Alors, cette édition du politique, en fait, il n'y avait pas grand-chose de surprenant. Hein. Si on voit l'histoire des centres sociaux, comme nous l'a retracé Jérémy, on voit un rapport historiquement ambigu aux politiques qui est lié à un double rôle de ces structures à la fois comme gestionnaire du social et espace de mobilisation des habitants, mais pouvait être davantage surprenant vis-à-vis de la place centrale accordée dans le projet fédéral national au développement du pouvoir d'agir, donc le développement de notre gestion. Donc les questions que me pose l'article, c'est de voir qu'est-ce qu'on entend par politique dans les centres sociaux et pourquoi ce terme est-il parfois rejeté, comment se manifeste le refus et l'évitement du politique dans ces structures paradoxales. Et puis, il y a quand même des espaces, parce que ces espaces peuvent être quand même propices, en fait, à certaines formes d'expression du politique et à des processus de politisation. Donc là aussi, en ayant une définition élargie de la politisation, notamment en s'appuyant sur une définition de Camille Amidy, donc une sociologue qui a travaillé sur des associations, qui considère qu'il y a politisation dès lors qu'il y a identification de problèmes, que ceux-ci sont communs ou partagés, et enfin qu'ils appellent une réponse politique, au sens où elle peut trouver des solutions collectives et pas uniquement individuelles. Et donc la principalité du dessin dans l'article, c'est celle en fait d'une gradation entre refus, évitement, expression du politique dans les centres sociaux, en cohérence avec le rapport historiquement ambigu aux politiques, et donc d'analyse les significations nuancées que prend l'évitement du politique et les contradictions qui met en jeu dans les centres sociaux, donc dans un contexte d'introduction du concept de développement du pouvoir d'agir. Alors, dans une première partie, l'idée, c'est de comprendre les raisons du refus, en fait, ou de l'évitement du politique dans les centres sociaux, alors qui s'explique d'abord, en fait, parce que les acteurs et actrices entendent par politique. C'est-à-dire que la revendication d'un apolitisme ou d'une neutralité politique, souvent, elle est liée à une réduction de la politique à la sphère électorale et partisane. Et il ressent comme ça une dizaine de conseils d'administration un rejet des questions politiques dès lors qu'ils impliquent des enjeux partisans, même si c'est une posture qui fait débat en fonction de la trajectoire des bénévoles, de leur mode d'entrée au CA, ça peut influer sur leur positionnement vis-à-vis des institutions. La mise à distance de la politique institutionnelle était aussi une dépendance accrue des centres sociaux vis-à-vis des pouvoirs publics et des finances, et d'une difficulté de se situer dans une position de contestation à leur égard. Donc en fait, la catégorie pouvoir d'agir, elle vient interroger ce modèle économique, sachant que la dépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, elle ne pose pas tellement de problème tant que la structure est dans un rôle de prestataire de services et d'activités, mais elle est bien davantage quand il s'agit de jouer un rôle de contestation. Et puis finalement, la promotion de la convivialité, donc en lien avec le référentiel dominant de la cohésion sociale, donc là je me réfère aux travaux du sociologue Régis Porté-Zéro, tend aussi à mettre à distance les débats et les conflits. Et donc à l'introduction, en fait, on voit que l'introduction de la catégorie de pouvoir d'agir va réactualiser un certain nombre de tensions qui sont constitutives de l'histoire des centres sociaux sur leur rapport aux politiques, en mettant en avant une posture de contre-pouvoir que la plupart des acteurs et des actrices rejettent. Alors, dans la deuxième partie de l'article, ce que je cherche à voir, c'est analyser comment le politique parvient toutefois à se frayer un chemin dans ces espaces qui sont souvent décrits comme apolitiques. Et là, quand on déplace l'attention vers les conversations ordinaires, on voit
émerger en fait des formes de politisation. Et il y a certaines conditions d'expression du politique dans les centres sociaux qui sont en fait assez similaires à celles qu'on peut observer dans d'autres associations. C'est le cas par exemple du degré des échanges qu'a mis en avant Nina Lesdorf, c'est-à-dire que le politique s'exprimerait plus facilement dans des discussions informelles que dans des grands groupes, de telle sorte qu'une évaporation du politique opère à mesure que le groupe s'étend, que la situation devient publique. Un autre facteur est lié à la taille du groupe, c'est celle de la composition du groupe, c'est-à-dire une plus grande homogénéité vécue permet à ses membres de se sentir autorisés à tenir des propos conflictuels sans craindre en fait de mettre en évidence des divisions internes, c'est ce qu'a montré notamment Kémy Habibi dans ses travaux. Et donc en fait, l'idée que l'entre-soi peut permettre de faciliter l'expression de problèmes partagés, la dénonciation de l'injustice et la constitution d'une identité commune. Il y a aussi les travaux de Thomas Chevalier qui ont montré ça. Et par exemple, dans l'espace rencontre que j'ai pu suivre à Chinon, c'est l'occasion en fait pour les femmes qui participent, qui sont souvent en situation de précarité, de parler de leurs difficultés du quotidien concernant par exemple l'emploi, le logement ou les aides sociales. Alors après, il y a d'autres éléments propices à la motivation qui sont davantage spécifiques aux centres sociaux, comme la présence dans un même lieu d'une diversité d'espaces où s'investir. Donc, par exemple, les femmes issues donc, des fractions précarisées des classes populaires qui sont à l'espace rencontre s'investissent d'abord dans cet espace, puis à partir de là, elles vont aller dans d'autres espaces dans le centre, donc à la commission usagée, à la cafette migrante, dans les AG, où elles sont amenées à prendre la parole en public, à échanger avec des participants qui sont issus d'autres milieux sociaux, aussi à contribuer à l'élaboration du projet associatif. Alors, ce qui ne veut pas dire que les frontières sociales disparaissent pour autant, il y a des cas aussi de désengagement, mais ces circulations en fait au sein du centre social, elles sont à l'origine comme ça de parcours d'engagement qui sont diversifiés et qui vont au-delà en fait du seul parcours un peu idéalisé qu'a mis en avant Catherine, cet parcours qui irait en fait d'une activité au fait de siéger au CIE. Parce que des circulations qui sont proposent la séparation traditionnelle des rôles entre les usagers, les bénévoles et les salariés. Et donc, on voit que l'existence en fait d'une pluralité d'espaces où s'investir au sein d'un centre social, ça peut constituer un facteur de politisation. Alors, toutefois, ces processus de politisation, ils restent limités et ils débouchent que rarement sur des mobilisations, ce qui s'explique par plusieurs facteurs, notamment par les raisons en fait les motivations sur les raisons de venir des participants et des participantes. Par exemple, les femmes de l'espace rencontre, souvent, comme sont dans des espaces comme ça de convivialité, sont plus à la recherche de liens de sociabilité légère, plutôt que le fait de chercher à être dans des postures plus conflictuelles. Et puis, ça s'explique aussi par la posture des équipes salariées, qui sont loin de jouer un rôle d'entrepreneurs de politisation, pour prendre un terme qui a été utilisé dans un certain nombre de travaux, je pense notamment aux travaux de Julien, par exemple, sur le rôle que peuvent jouer des élus ou des militants dans des institutions participatives. Et là, on trouve une dynamique qu'il y a dans d'autres associations, comme le Monde Panier à Midi, où les salariés se trouvent souvent dans l'urgence de devoir répondre à des problèmes sociaux, et comme ils veulent bien faire leur travail, en fait, ils ont tendance à privilégier un traitement individualisé du problème, sans englober des causes plus collectives, sociales ou politiques. Et puis, la posture des salariés s'explique aussi par l'histoire spécifique des centres sociaux, on l'a vu, qui est marquée par la prédominance de représentation du politique qui vise plus l'aspect social que le politique. Donc, pour conclure, en fait, ce que j'ai pu opérer là au cours de mon enquête, c'est beaucoup d'obstacles pour que le politique s'exprime et soit saisi dans les centres sociaux, mais aussi des conditions d'émergence d'une parole politique. Sachant que le centre social de Chinon, il peut être considéré comme un cas limite parce qu'il s'inscrit assez faiblement dans la culture des centres sociaux en raison de son histoire, en raison de son rapport assez distancié à la fédération et puis de son fonctionnement jusqu'à très récemment en délégation de service public. Et donc, c'est un cas qui est assez intéressant parce que ça joue en fait un rôle de miroir grossissant des difficultés d'appropriation du projet fédéral au développement du pouvoir d'agir des habitants par les acteurs des centres sociaux, qu'on a repéré en fait dans le cadre d'Engagir
dans l'ensemble des structures de la région centre, mais de manière différenciée en fait en rapport, en fonction notamment du rapport de ces structures au fédéralisme, de leur statut ou encore de leur relation avec les pouvoirs publics. On a de petits problèmes techniques, mais a priori, on arrive quand même à nous suivre à distance, en fait, malgré les problèmes de HDMI. Non, il n'y a pas de révolution en ligne qui s'organise. On nous demande d'acheter un micro. Ça marche mieux sans micro quand même? Non, c'est pas. D'accord. Ah oui, donc c'est pas moyen. Alors, on enchaîne et on a prévu, en fait, on a structuré un temps d'échange avec un membre de l'UCA et un salarié de la FCSF. Donc, j'invite Patrick Meyer et Léo Henriot à nous rejoindre. Je vois qu'ils ont créé des questions à poser, réagir aux présentations et aux articles qui ont circulé. Et puis, voilà, ensuite, vous pourrez réagir. N'hésitez pas à prendre ma place. Parti. Allez. Bonjour, Patrick Dombellier, je suis administrateur à la FCSF, bénévole, et je suis très fier et très heureux de représenter mes amis du conseil d'administration. Et en tant que bénévole, j'ai le sentiment, de vous entendre en lisant ces articles, d'être de la structure dans laquelle je suis
entre bénévoles et salariés apparaît en tension avec les objectifs de l'expression. Alors, les questions, c'est, on parle beaucoup dans le réseau de travail associé entre administrateurs et salariés, administratifs et salariés. Qu'est-ce que vous avez pu observer à ce sujet? Et l'autre question, c'est, n'y a-t-il pas des intérêts divergents entre bénévoles et salariés? Ceux qui devraient porter le message politique et ceux qui réalisent les dossiers et actions qui touchent un salaire. En clair, ce sont les salariés qui animent la fonction politique et pourtant ils n'ont pas de voix politique. Est-ce que cela n'est pas un frein à l'émergence d'actions collectives? Vous aurez donc 3 minutes. Il y a une dernière question, notamment sur la notion de politique et d'évitement politique. Et de manière générale, il y a beaucoup de bénévoles qui se disent apolitiques, mais aucun qui ne se disent sans valeur. Du coup, parler politique, ça fait peur, et donc on parle de valeur. Pourquoi? Quelle différence se fait finalement entre ces deux termes? Ouais, alors du coup, bah, c'était un peu le sujet de la deuxième partie de ma thèse. J'espère que vous avez le temps. Je vais parler de non, mais sur le pouvoir d'agir, est-ce que la notion de pouvoir d'agir avec le projet fédéral, elle vient changer un peu ces choses-là? Moi, ce que j'ai vu dans ma thèse, c'est que le pouvoir d'agir des habitants, il vient être un moteur pour la fédération à 3 niveaux. Il y a un véritable moteur de politisation du discours, surtout autour des années 2013-2014, à une époque où la notion de pouvoir d'agir n'est pas aussi reconnue, voire réutilisée à toutes les sauces. Maintenant, on développe le pouvoir d'agir en adhérant à une banque. Voilà, de plus en plus, c'est utilisé dans le marketing et ce terme-là. Mais à cette période-là, moins. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote dont je parle dans ma thèse où des partenaires étaient assez craintifs. Notamment, je crois, la CNAF était assez craintive du mot pouvoir dans le pouvoir d'agir. Et est-ce qu'on pourrait pas utiliser un autre terme que le pouvoir d'agir? Parce qu'il y a quand même le mot pouvoir, ça peut être conflictuel. Donc, il y avait et il y a toujours, à mon avis, un moteur de politisation à travers le terme même de pouvoir d'agir et à travers même la notion de pouvoir qui est présente là-dedans. Le deuxième moteur, c'est que c'est une notion qui amène cette forme de politisation, mais qui reste suffisamment floue pour embarquer beaucoup de monde et pour embarquer très largement un réseau extrêmement divers qui est le réseau des centres sociaux. Et donc, stratégiquement, c'était aussi une notion pertinente à ce moment-là parce que elle avait une valeur d'innovation qui était intéressante pour les centres sociaux. Un côté qui permettait à celles et ceux qui se posaient des questions sur le sens de leur métier ou sur le sens de leur bénévolat, d'y remettre du sens et en même temps en étant suffisamment large pour embarquer l'argent. Et enfin, un troisième moteur, qui est un moteur qui a été stratégique vis-à-vis aussi des partenaires, qui a été de dire à un moment donné, le pouvoir d'agir, pour le moment, on n'en parle pas trop, c'est en train d'arriver, et être les premiers là-dessus, ça pourrait devenir pertinent à la suite vis-à-vis de nos partenaires, et c'est un pari qui a été assez gagné à ce niveau-là, et c'est pas forcément que de la stratégie de communication froide, c'est aussi le fait de se dire, on se réapproprie notre propre discours, et on est en avance sur les injonctions de partenaires, sur des notions qui peuvent arriver, comme par exemple, bien plus tard, est arrivée la notion du aller vers, qui a été une notion qui arrivait plus par en haut. Là, le pouvoir d'agir, on s'en est emparé avant que des partenaires s'en emparent, on a pu y mettre le sens qu'on voulait. Donc, c'est un peu ce triple moteur que je peux faire à cette période-là, si ça répond un peu à la question. Merci pour votre lecture collaborative, large et fine de nos articles. Pour essayer de répondre brièvement, alors sur le dominant, c'est pour ça que j'avais essayé d'introduire au début en disant que c'est peut-être dans un tableau, il y avait une couleur qui dominait. Ça ne voulait pas dire nécessairement qu'il y avait les dominés, mais c'est la présentation la plus courante, on va dire, c'est ça que j'entendais par le dominant. Mais en même temps, ça a des effets, donc c'est du dominant aussi dans ce sens-là. Et le fait qu'il puisse y avoir une non-reconnaissance des capacités et des compétences des habitants et des habitants, je pense peut-être que Valérie Cohen y reviendra tout à l'heure quand elle parlera de son travail, parce que c'est aussi un constat qu'elle a fait, c'est que globalement, il y a quand même très présent, et c'est lié aussi à ce que l'économie de formation de travail social, il y a plein de facteurs qui ne sont pas forcément propres aux centres sociaux, mais il y a quand même globalement une idée que les gens, ils sont pas très compétents, pas très usés, pas très capables. Et où
ils sont tellement pris par leurs conditions matérielles de vie compliquées que soit ils viennent au téléphone pour y penser et se laver la tête et ne pas être emmerdés par des questions quand il y a une centre social, ils peuvent en fiche la tête, soit l'idée que ces conditions matérielles les empêcheraient justement d'être capables de penser, d'avoir une pensée critique, etc. Moi, je me souviens très bien d'un salarié qui m'a expliqué en tenant la pyramide de Maslow, tous ceux qui ont fait une école de travail social, une formation, voient de quoi il s'agit, en disant en gros, tant que les gens n'ont pas réglé leurs problèmes de logement, de nourriture, machin, ils ne pourront pas passer à l'étape supérieure. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi c'est bizarre, il y a plein de pays où les gens vivent dans des bidonvilles, dans des conditions ignobles, et ils se mobilisent collectivement pour transformer, du comme ça, c'est culturel, parce que dans ces pays-là, c'est pareil. Voilà. Donc, il y a quand même, je pense, des représentations structurantes assez fortes. Est-ce qu'elle est en contradiction ou pas, cette conception de l'espérité avec l'éducation populaire? Et là, ça dépend de quelle version de l'éducation populaire on parle. Parce que dans l'éducation populaire, il y a toujours eu le versant des classes moyennes guidant le prolétariat, le plus prolétaire. Hein. C'est ce que disait, je ne sais plus quel historien du réseau, quelle femme des résidences, publier pizza casquette pour mettre le chapeau. Donc il y a toujours eu une version de l'éducation populaire qui était une version émancipatrice, mais de pacification de classe, de cohésion sociale. Et de ce point de vue-là, cette présentation n'est pas en tension avec cette éducation populaire-là. Par contre, elle est sans doute plus en tension avec des formes d'éducation populaire, des conceptions d'éducation populaire, comme par le frère, où là, il y a égalité des savoirs, reconnaissance de la diversité des savoirs, égale légitimité de l'ensemble des savoirs, et co-construction. Voilà, donc là aussi, ça dépend de quelle version d'éducation populaire on parle. Et sur la dernière question, est-ce que dans les clés des années, je pense que je serai tous les jours à la FCSF ailleurs. Est-ce que la clé réside entre autres dans la formation des salariés et des bénévoles? Sans doute, hein. Sans doute, mais là aussi, je pense que à condition de penser la formation, on parle de la démocratie du FEM, de penser la formation non pas comme l'acquisition de compétences préalables et théoriques, mais penser la formation comme du faire ensemble et d'agir ensemble, parce que c'est aussi par là que passe la transformation des postures. Et par exemple, le travail en groupe de paix, l'échange de savoir façon ATD, ça c'est effectivement un type de formation qui peut profondément restructurer les manières de regarder et de voir les personnes et avoir beaucoup des effets, plus qu'une formation technique sur des outils. Et ça c'est vraiment un enjeu politique au sens que je disais à la fin de ma présentation, que la question démocratique c'est une question de rapports sociaux ordinaires aussi, et pas juste de grands concepts et de grandes questions, mais aussi de comment au quotidien on se considère ou pas comme égaux. Dans la société et dans les centres sociaux. Merci beaucoup pour vos questions et pour la lecture des articles. Alors, sur la question du travail associé entre les membres du CA et les salariés, alors, moi, ce que j'ai pu observer en suivant ce chat sur 2 ans, c'est finalement que le CA, il se sont dit assez peu des questions politiques. Alors, d'un point qui est tenté à se saisir par porter le projet politique de l'association. Alors, je pense que c'est lié en partie aux trajectoires des membres du CA, on va voir des variations, aussi surtout peut-être au motif d'intégration, pourquoi est-ce qu'on intègre un CA, et pour un certain nombre, c'est un peu un sentiment de redevance par rapport à de reconnaissance comme usage du centre social et pas forcément pour le projet politique en tant que tel, qui fait que moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans ces CA, en fait, sur des questions de gestion, mais même des questions super, par exemple, des débats sur comment atteindre le forum pour l'âgé, enfin, les listes, enfin, sur des questions comme ça, et assez peu sur des problèmes de fond. Quand il y avait des débats, en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de débats. Et finalement, paradoxalement, le projet politique était plutôt porté par l'équipe salariée, enfin, paradoxalement par rapport au projet des centres sociaux, quoi, et notamment par la direction. Et donc, et ça, on voit bien comment le projet engagé a été reçu quand on l'a présenté, où finalement, cette thématique du développement du pouvoir d'agir parlait pas tant que ça au moment du CA. C'était plutôt certains salariés, notamment le directeur, qui l'amenaient, mais ça, quand on a l'idée de faire aussi une recherche collaborative sur chaque terrain, ça n'a pas forcément été si évident.
Alors après, sur le fait qu'il y aurait plus de réticences, des objectifs différents entre bénévoles et salariés, des réticences des salariés, effectivement, j'ai pu observer des réticences des salariés. Je raconte dans l'article, il y a un cas où en fait il y a une association locale qui essaie de mobiliser plusieurs associations de centre social pour faire une pétition pour revendiquer une tarification spéciale dans les transports, ou la gratuité, exactement dans les transports. Et le centre social est d'accord, mais ne signe pas en disant ça pourrait nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la communauté de communes, de la commune qui nous finance, en plus c'est une délégation de service public. Et donc là, clairement, là c'est le frein émis par le directeur, quoi. Ou d'autres cas, ça se traduit différemment. Par exemple, une salariée qui anime l'espace rencontre, qui me dit, bah oui, ce projet de développement du pouvoir d'agir, c'est vachement intéressant, mais en fait, ça voudrait dire que les femmes pourraient en fait aussi s'approprier complètement cet espace et que nous, on devient plus tellement utile. Et ça remet aussi en cause leur posture, leur compétence, leur légitimité professionnelle. Et donc là, on voit des réticences, ça peut être un frein, en fait, pour la mise en place d'action collective ou de cette développement du pouvoir d'agir, mais alors en raison du maintien des emplois, des salaires, mais aussi de légitimité, en fait, professionnelle. Mais ces réticences, elles sont aussi exprimées par les membres du CA. Et c'est ça, c'est là où on voit des différences, mais peut-être pas si flagrantes, c'est que les membres du CA vont aussi reprendre ces arguments, notamment pour dire il faut maintenir les postes salariés, il faut protéger les emplois, et donc en assumant pleinement cette fonction d'employeur et en disant il faut maintenir la structure, quoi. Donc c'est aussi l'argument pour faire au niveau des bénévoles administrateurs. Et sur la question de la distinction entre le fait que beaucoup de bénévoles se disent à politique qui est plus revendique des valeurs, et pourquoi ça fait peur de parler politique de cette manière-là et pas forcément quand on parle de valeurs. Je pense que ce qui ressort beaucoup, et alors c'est le cas dans les réseaux sociaux, mais aussi dans d'autres lieux, c'est le fait qu'on associe très rapidement la politique plutôt à la politique institutionnelle, électorale, partisane, et qu'on cherche à s'en distancier. Souvent, la revendication de la politique, c'est quoi la première agir où j'ai participé, où voilà, la présidente fait son rapport, quoi, moral, et la valeur, une des principales valeurs, c'est la politique, non, quoi. Et en fait, j'ai vite compris que c'était le fait d'être apartisan. En fait, c'était cette idée-là qui est mise en avant. Alors que quand on parle donc on cherche à se distancer comme ça des jeux électoraux. Alors quand on parle de valeurs, on est plus dans la revendication d'une éthique professionnelle. Ça peut être aussi des salariés, d'ailleurs, qui revendiquent cette éthique-là, ou des raisons d'un engagement. En fait, l'élection, ça pose moins de problèmes parce qu'on fait moins directement ce lien avec la politique institutionnelle. Et puis, j'ai retrouvé ce que tu disais aussi, Jérémy, sur le terrain, avec l'idée que le pouvoir d'agir, c'est le terme de pouvoir, ça me dépeure. On l'a dit directement, quand j'ai présenté le projet au directeur de l'association pour en parler après au sein, il m'a dit, en fait, tu dis un autre terme, le pouvoir d'agir, ça fait un peu peur. Il n'y avait pas participation. Non, le projet, c'est justement là-dessus. Dans le projet fédéral. Et donc, c'est vraiment, comment on va faire, quoi, parce que ça va poser problème de parler de pouvoir. Et derrière, c'est la version conflit, en fait. Et je pense qu'on peut poser maintenant des questions. Voilà. Oui, venir. J'ai une petite question, je peux Elle est courte, c'est oui, non. Et surtout ensuite, aussi, voilà. Alors, Bon, il répondra. on fait appuyer les réactions de la salle. Peut-être que chacune pose des questions, des réactions, des choses que vous avez aussi envie de nous renvoyer, enfin je dis nous, mais vraiment de renvoyer aux réseaux sociaux. Voilà, et on va prendre les réactions de la salle d'ici 5 minutes. Du coup, j'enchaîne sur les réactions en fait par rapport au projet fédéral, notamment l'axe D, là, sur la démocratie. J'avais quelques questions. Je me demandais pourquoi finalement le pouvoir d'agir occupe encore une place plutôt secondaire en fait dans le projet fédéral, alors qu'elle était centrale dans le précédent projet. J'ai vu que l'axe D, ça apparaît à 2 reprises, à partir du point 4, on était très peu développé. Et quel bilan a été tiré en fait du à ce sujet. Je me demandais pourquoi cet ancrage sur la question de la démocratie, notamment la dimension délibérative, qui est beaucoup mise en avant. Et puis, une autre question un peu plus générale par rapport à l'ensemble du projet, nous sommes dit comment émerger la thématique de la transition, notamment écologique, solidaire, comme étant centrale, donc prenant un peu la place du pouvoir d'agir, en fait, au cœur du projet fédéral. Est-ce qu'il y a des liens qui sont envisagés entre transition et pouvoir d'agir?
Mais bien sûr. Vous enchaînez? Ouais. Vas-y. Moi, j'ai pas, enfin, moi, les questions, je les pose souvent en interne puisque je travaille à la Fédération des centres sociaux. Donc, je vais laisser la parole à Catherine. Par contre, j'ai peut-être des éléments de réponse à la question. J'ai envie de dire après. Oui, donc ma question, en fait, pareil, j'en aurais fait par réponse, j'avais plus une liste, mais ça, je l'enverrai par mail. Donc c'est celle que je trouvais à la fin sur l'axe démocratie, là. Que je trouve un peu dommage que la démocratie soit réduite à la question du rapport aux institutions publiques et à la participation aux politiques publiques alors c'est sans doute un peu présent dans la question de la démocratie du faire, mais c'est pas que ça. Mais la question de la démocratie comme art de faire société, comme art de vivre ensemble, comme transformation quotidienne et ordinaire des rapports sociaux, je trouve que ça manque un peu quand même. Voilà. Il y aura certainement l'occasion d'en parler. Après, j'aurai aussi 25 000 autres questions, mais je les poserai avec la casquette de présidente de la Fédération des centres sociaux. Enfin, après, le voir. Je vous laisse réagir rapidement. Elle est toute simple. Pendant votre étude à Chinon, vous avez questionné les administrateurs et les salariés. Est-ce que vous allez faire un tour chez les élus municipaux? Alors. Peut-être que tu réponds pas. Ouais. Pas tout de suite. Mais non, mais peut-être qu'on peut prendre des réactions. Il nous reste 30 minutes, donc peut-être c'est. Ouais. Bien, vas-y, si tu veux. Hop. Non, mais attends, sinon je peux le dire. Ils sont là, en fait. Ah non, Oui, donc on a eu 3 réactions donc sur le chat en visio. Donc je les pose peut-être toutes les 3. Donc on est là. Donc la première est de Catherine Neveu. Quelle nouvelle conception de l'accompagnement vers plus de pouvoir d'agir à partir des problèmes du quotidien pour faire commun, comme le propose Yann Le Gosset. La deuxième est donc à partager donc, à Catherine et Héloïse. Quels sont les impacts de cette vision dépolitisée de l'engagement sur les espaces locaux des mouvements sociaux? Première dimension. Ensuite, quels sont les impacts sur les politisations des groupes organisés, associatifs ou collectifs? Et la troisième dimension de cette intervention, donc quelles relations entretiennent les centres sociaux avec le maillage associatif plus généralement? Juste que tu peux répéter la question, mais que destinée, parce que alors, oui, c'est ça que sur en gros, elle posait la question d'une nouvelle conception de l'accompagnement vers plus de pouvoir d'agir. Et dans ce cadre, elle faisait référence à Yann Le Gosset qui parlait de partir des problèmes du quotidien pour faire commun. Et puis donc une troisième question qui nous a été partagée, des ponts ont-ils été amorcés par certains ou certaines entre pouvoir d'agir et aller vers, entre les démarches engagées et la rencontre de nouveaux publics? Je vous propose éventuellement qu'on prenne des questions de la salle en plus, et après on vous donnera à tous les 5 en fait l'occasion de réagir à ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, je vais circuler. Je commence par en haut, en bas. Quand on fait des questions courtes, par contre, il parle bien fort. J'entendais tout à l'heure qu'il y avait toujours un axe important concernant la lutte contre les discriminations dans les centres sociaux. Et moi j'ai l'impression, ça fait 22 ans que je travaille dans les centres sociaux, et j'ai l'impression qu'on ne questionne pas assez le racisme dans les centres sociaux, alors qu'il est présent comme partenaire dans la société, et que Saint-Maritime et Héloïse en parlent un peu comme des pouvoir aussi dans leurs équipes. Malgré ça, ça reste complètement tabou et on parle beaucoup des valeurs des centres sociaux, de la démocratie, mais ça n'empêche que on a aussi beaucoup de postures de bénévoles, parfois même de salariés qui peuvent relever du racisme ordinaire ou du racisme tout court d'ailleurs. D'ailleurs, la lisière est assez mince. Ça pose quand même problème, je trouve, parce qu'on est là pour encadrer, pour aider des enfants, des personnes qui apprennent le français en cours. Et il y a quand même beaucoup de personnel et de bénévoles qui ont une approche assez culturaliste des personnes qui vivent en politique de la ville et qui vont prôner des couscous et des repas à tiède et autres. Et je trouve que c'est très infantilisant pour les habitants avec lesquels on travaille. Et
Et on a nous relevé, avec plusieurs sociaux aussi, à Paris, pas mal de postures, je disais, racistes de la part des bénévoles, qui viennent un peu retrouver leur public captif, de petits apprenants. Je pense qu'on est tous concernés par cette question, mais qu'on n'en parle jamais. La transition aussi avec la table ronde à parler. Et nous, on a fait. Donc, on est au centre de la question politique. Ça va jusqu'à remarquer l'existence de déni politique dans les centres sociaux. Mais il peut être très utile que vous puissiez définir quelque part votre concours de politique. Puisque vous portez aussi ce jugement de déni politique. Donc, à partir de quoi, de quelle conception politique, vous portez vos éléments. Il y en a un peu plus bas aussi, le point ici. Ouais. C'est une question plutôt sur le simple théorique. Il y a eu un moment dans l'histoire des centres sociaux, mais pas en France, une modalité de politisation qui était centrale. Je pense particulièrement au social settlement aux États-Unis et à John Adams. Et on travaille avec John Dewey sur politiser le problème. Donc on était vraiment dans une logique où le centre social, sa fonction première, c'était d'être à l'écoute des gens et de fabriquer de la politique derrière. On en est où par rapport à ça dans la fédération? Est-ce que c'est une référence? Est-ce que c'est très éloigné? C'est vraiment un arrière-fond? Et je voulais juste témoigner de la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour repolitiser. Il y a justement, quand on forme les gens avec ce modèle américain des centres sociaux, c'est ce que ça produit. Et donc, peut-être que là, il y a un chemin à travailler autour de comment apprendre finalement cette façon de faire. De l'autre côté, on prend des réactions, on ne réagirait pas à tout, mais on va prendre. Bonjour, je suis Anne Béliard, je coordonne au IEP une évaluation de conditions aussi en partenariat avec la CFM. Et je m'interroge sur enfin, on s'est aussi pas mal interrogé dans cette étude sur la place du pouvoir d'agir en fait dans l'action quotidienne des centres sociaux. Et nous, ce qui nous frappe un peu, c'est le décalage entre effectivement la prévalence de cette notion dans les discours, notamment au niveau national. Et le fait que localement, c'est pas forcément quelque chose qui est très présent. Par contre, ce qui nous a frappé, qui était vraiment très caractéristique de la manière d'agir des centres sociaux, c'est l'encouragement systématique à l'expression des souhaits et des besoins des personnes, qui correspond peut-être à une forme d'infrapolitique. Et donc, ça renvoie peut-être à la question sur la définition du politique qu'on utilise. Mais en fait, m'intéresserait savoir si vous faites un lien entre cette démarche qui est quelque chose de beaucoup plus micro et quotidien et l'idée ambitieuse de développement du pouvoir d'agir, parce qu'il me semble qu'il peut y avoir des continuités, mais c'est voilà, les deux choses semblent être un petit peu pareilles. Merci beaucoup. Et sur la base, je vais en profiter pour poser les liens, parce qu'on avait aussi plutôt dirigé vers la télé, chemin faisant. Voilà. Deux questions. Un, on a parlé des vertus démocratiques du conflit. Je me demandais dans quelle mesure, en fait, le conflit avec la secrétaire d'État à la vie associative à Poitiers, en fait, avait impacté le projet fédéral et nos réflexions sur le rapport aux instituts, quelle trace ça avait laissé, ça me semble qu'il s'est passé quand même quelque chose d'important à Poitiers à ce moment-là. Et deuxième élément en lien avec notamment ce qu'évoquait Héloïse dans sa présentation, auquel je prends pas mal à la lumière de mes propres travaux, c'est au fond les conditions matérielles de l'évaporation du politique et le modèle économique, socio-économique des centres sociaux. Et donc, où est-ce que vous en êtes, dans la façon, si vous croyez qu'il faut développer le pouvoir d'agir, faire des centres sociaux, des vecteurs de politisation, etc., est-ce qu'il faut faire bouger le modèle économique des centres sociaux et leur dépendance au fond aux institutions, ou voilà, est-ce que d'une certaine façon, je suis allé plus directement, est-ce que la PD ne devrait pas faire de la question du financement au cours de l'éducation populaire, un enjeu politique central pour permettre véritablement l'épanouissement de son projet fédéral, pour sortir d'une certaine façon de l'effet de Damoclès et des injonctions contradictoires dans lesquelles beaucoup de choses sont confrontées. Question ouverte.
question beaucoup plus brève, mais je sais pas si c'est facile. Moi, ma question, il y avait la question du pont entre pouvoir d'agir et aller vers. Ma question, c'est quel pont entre pouvoir d'agir et délibération, si elles prend plus de place, sachant que moi, j'ai entendu récemment dans un groupe quelqu'un qui m'a dit, dès qu'on a conscience qu'on parle de politique, on change automatiquement de classe sociale. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça intéressant dans le lien, peut-être, qu'il y a entre délibération et pouvoir d'agir. On va peut-être en rester là, parce que la liste est déjà longue. Comme je le disais, on va peut-être chacun prend 1-2 minutes pour qui veut commencer. Absolument, donc, camarade. Messieurs, je vous sens pas tout de suite aller vers chaud. Je vais rappeler toutes les choses de quatrième au fil de route. Du coup, je vais peut-être. Ah, vas-y. Dans le changement de test que j'ai mis, peut-être je vais te rappeler les quelques questions plutôt adressées, on va dire, au réseau des centres sociaux, sur l'ancrage dans la démocratie délibérative, le lien entre pouvoir d'agir et délibération, du coup, qui vient d'être demandé, l'émergence des transitions dans le projet fédéral. L'impression que le pouvoir d'agir est secondaire, mais non, il n'est pas secondaire, mais voilà. Et puis la démocratie, la conception de la démocratie est-ce que l'on l'a réduit aux politiques publiques, à la contribution aux politiques publiques, et enfin modèle économique des centres sociaux et financement de l'éducation populaire. Qui se lance? Tu penses sur, on peut faire peut-être 2-3 prises de parole pour essayer de réagir à ça, puis après on vous donnera la parole en tant que chercheur. Ouais, oui. Tu veux Avec quel casquette? FCSF. Oui, Vincent Gouche, je suis administrateur de FCSF aussi. Sur la question du pouvoir d'agir, il y a on peut se le dire entre nous, il y a une tension au moment du bilan du dernier projet fédéral et du lancement du nouveau projet fédéral sur un effacement possible de la question du pouvoir d'agir. Enfin, elle a été discutée plusieurs fois. On a eu plusieurs rencontres avec des formats très variés. De dire qu'il y avait un risque, qu'il y a eu un risque à un moment donné d'effacement de la question du pouvoir d'agir dans le projet fédéral qui arrive. Notamment, enfin, en tout cas, ça c'est mon analyse tout à fait personnelle, et c'est pas du tout une casquette de chercheur, mais notamment peut-être à cause des contradictions qui avaient été mises à jour. Ça veut dire, on en parle beaucoup, mais finalement, on ne fait pas tant que ça. Et donc, du coup, je crois qu'il y a eu un débat, une validation du fait que ça n'allait pas disparaître. Qu'on allait, par contre, peut certainement, enfin, ce qui est en cours d'élaboration, c'est une autre approche, c'est-à-dire, on va garder la notion de pouvoir d'agir. Par contre, on va essayer de la raccrocher à quelque chose qui est plus opérationnel, qui est la question de la feuille de route qui va être conjoint au projet fédéral. C'est-à-dire, on va pas avoir seulement un discours politique, on va essayer d'avoir un discours aussi un peu plus opérationnel, un peu plus à l'échelle d'un réseau de 1500 ans. Voilà. Et du coup, enfin, on y travaille beaucoup et on y est très attentif pour qu'on ne s'arrête pas. Et qu'il soit au contraire, peut-être, plus travaillé. Voilà. Et juste sur le aller vers et le pouvoir d'agir, enfin, pour moi, le aller vers n'est pas dissociable du pouvoir d'agir. Et personnellement, ça m'embête toujours beaucoup quand on parle que du aller vers. Parce que faire du aller vers c'est comme faire du débat sans rien mettre derrière. C'est-à-dire, on peut aller faire du aller vers. On est les croix du diagnostic. Mais on est les mendiants de l'action parfois. Vous m'entendez? Non. Je dirais pour préciser, je sais pas si pour préciser à l'origine, l'idée d'un possible effacement de cette notion de pouvoir d'agir était exactement liée à ce que je disais à la fin de ma présentation, qui était de dire le pouvoir d'agir est devenu un objet qui est lié à toutes les sauces, et du coup, on veut réaffirmer un horizon politique autour de la démocratie et de la justice sociale. Mais du coup, au passage, le débat qu'on a depuis 2 ans était, du coup, c'est quoi la place du pouvoir d'agir, alors qu'on considère toujours aujourd'hui que c'est quelque chose qui est pertinent, qu'on a eu des retours du réseau qui nous disaient que, en fait, on s'y met plus récemment que ce que nous on imaginait, que ça fait bouger des lignes. Et du coup, voilà, c'est une question d'articulation de ces choses-là avec des débats qui ont été animés même encore
encore ce matin, donc dans des espaces de discussion ou de cet axe-là. Je vais pas une deuxième réponse avec une casquette un peu entre les deux encore une fois. Sur la question du financement, moi j'ai été marqué sur la question du rôle des centres sociaux comme potentiel espace de contre-pouvoir ou pas, et du coup la question du financement si on se donne ce rôle-là. J'avais été marqué lors de la restitution du rapport Parole d'habitants qu'on a fait l'année dernière. On a fait l'après-midi de cette restitution-là avec les habitants et habitantes qui avaient été mobilisés sur ce rapport. Un jeu de théâtre-image. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est de proposer une image pour décrire une situation. Et la commande qui avait été faite à un petit groupe d'habitants, c'était de dire où est-ce que sont les centres sociaux par rapport à l'action. Ils devaient faire une image là-dessus. Et donc du coup, ils mettaient des gens qui étaient en avant dans l'action, dans la mobilisation, le point levé, mais c'était pas là pour eux qu'était le centre social. Le centre social était là pour accompagner à un moment donné des gens pour peut-être rejoindre des gens qui avaient le point levé, peut-être pour aider des gens des gens qui ont le point levé à avoir un espace pour qu'ils puissent échanger, un lieu, une salle de réunion. Mais c'est peut-être pas le rôle du centre social d'être cet endroit-là, ce qui est peut-être plus tenable par rapport à des formes de partenariat, par rapport à ce qu'on est un peu aussi ce qu'on revendique. Et par ailleurs, sur la question la question du financement, les centres sociaux sont quand même mobilisés sur la volonté de défendre des modèles de financement sur du long terme et pas que sur de l'appel à projet. Et la récente mobilisation assez forte du réseau était quand même aussi beaucoup centrée sur ces questions-là. Donc voilà, il y a quelque chose à construire comme réflexion, voilà, sur ces logiques. Voilà. Et peut-être qu'on passe aux réponses. Non, David Martin, pour les admins CSF qui sont présents. Il y avait d'autres questions sur l'émergence du sujet des transitions et est-ce qu'on réduit la démocratie à la contribution aux politiques publiques notamment. Et peut-être juste un point sur le financement des Big Pop, mobilisation actuelle sur le modèle économique des centres sociaux. Peut-être simplement en 2 minutes si vous avez envie de réagir. Hugo? Karine? Martine? Pas d'autocensure. Hugo Barthalet, de la délégation générale collégiale de la Radio nationale. Peut-être qu'on répond à la question du modèle économique, c'est des rigolotes questions entre guillemets, parce que c'est ça aussi que des fois, un certain nombre de partenaires financiers, avec cette injonction qu'on a aujourd'hui à l'utilisation des ressources, à aller chercher du partenariat privé ou à aller développer la participation des usagers. Les centres sociaux, par essence, vu le public des habitants avec qui on travaille, développement de la participation des usagers, mais souvent largement le doigt dans l'œil. Quoique il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui sur le développement de la participation des usagers qui sont intéressantes parce qu'ils viennent travailler la question de la mixité des publics pour le coup, et viennent travailler aussi le lien entre les habitants. La question après des partenariats privés, les grandes tendances, elles montrent 4% de financement du monde associatif. Quand on est, que ce soit dans le registre du mécénat ou du sponsoring, on est aussi dans une forte interdépendance qui est parfois encore plus forte et encore plus complexe que celle du lien avec les partenaires publics. Nous, qu'on essaie de travailler et ce qui est à l'origine, en fait, de 50 ans de la clémence centro-sociale, c'est pas une forme d'institutionnalisation, c'est une forme de reconnaissance. Et elle est là, la ligne de tension aujourd'hui, elle est bien sur la reconnaissance de ce que financent les partenaires. Et en particulier, sur cette tendance globale qu'il y a au morcellement, c'est-à-dire qu'à tout prix, on veut financer le centre social, non pas pour sa fonction sur un territoire, mais pour les services précisément qui rendent. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette tension économique, c'est ce qu'on plaide dans le cadre de notre campagne autour de la cohésion sociale et demander des moyens à la hauteur des besoins, parce qu'on est pris dans cette tension économique autour du morcellement. Et on est pris dans cette tension de plus en plus, la fonction globale du centre social, on veut la réduire uniquement à un certain nombre d'urgences sociales et on veut de plus en plus la normer avec, nous on appelle ça la ligne rouge, chez nous, faire basculer quasiment dans une approche médico-sociale du lien social et des solidarités.
voilà, un peu en synthèse, peut-être redire aussi je crois dans l'exercice démocratique, dans le rôle démocratique qui est joué la Fédération nationale des centres sociaux, ce travail-là de co-construction de politique publique, il est précieux du local, des territoires au niveau national. Et pour nous, en tout cas dans le projet fédéral actuel qu'on construit, et ça c'est une différence que vous n'avez pas notée mais qui est significative, c'est qu'on a remis la question de la reconnaissance du rôle des centres sociaux comme central. Dans le précédent projet fédéral, on était axé sur le développement du pouvoir d'agir, la faculté possible qui était axée en principe fort. Là, dans les différents axes, il y a aussi un axe autour de la reconnaissance du projet social. Parce que ce qui explique peut-être une partie de cette diminution de la place du pouvoir d'agir, c'est une prise de conscience aussi que si on n'agit pas sur le système qui crée, en fait, cette incapacité à accompagner le pouvoir d'agir, la question à un moment d'une autonomie, d'une interdépendance économique trop forte, la question de salariés précarisés ou qui ne peuvent pas eux-mêmes mettre en place le projet, et bien, le pouvoir d'agir, il va rester très joli en étendard, mais jamais il va pouvoir se mettre en place. Et puis, l'autre élément, c'est de dire que peut-être, ça a été évoqué par exemple sur la question de bénévoles qui pourraient devenir des bénévoles professionnels qui pourraient tenir des propos condescendants ou racisés. On va parfois agir sur les premiers pas, peut-être moins hauts que vouloir accompagner le pouvoir d'agir, mais qui sont des premiers pas déjà d'être en capacité d'animer du débat, d'animer du conflit à l'intérieur de la zone sociale. Ça, on l'a beaucoup vu ces dernières années. Marie Ouellet, je parle tout à fait librement. J'étais très intéressée par effectivement le remarque Catherine et puis sur Catherine, je pense que c'était vraiment quelque chose, ce sont des choses qu'il faut vraiment qu'on rectifie peut-être et qu'on fasse ressortir mieux dans le projet libéral à la fois effectivement le pouvoir d'agir, mais en fait maintenant il est parti de quelque chose. Mais pour moi, ce que tu disais, Catherine, sur le rôle du centre social, de son territoire en tant que faire société, résultant des sociétés qu'on recrée, il est important peut-être à remettre un peu plus haut. Et pour moi, c'est peut-être aussi l'expression, ça montre effectivement la tendance que je ressens aujourd'hui d'un réseau de projets de développement local portés par les habitants vers un mouvement politique qui veut influer sur la politique publique. Et c'est peut-être là toujours la même fonction qu'on a et qu'il va falloir qu'on gère avec peut-être plus d'équilibre. Merci Martine, je vous propose qu'on passe à un prochain séminaire sur les transitions et puis un séminaire dédié également à l'épisode effectivement de l'inspection qui avait été déclenchée à l'UCSF. Pour prochaine fois, c'est le incident vers un prochain séminaire. Et donc, je vais vous dire vraiment d'avoir 2 minutes chaque, comme ça permet qu'on garde un minute sur les autres questions. Je voulais rappeler ça. On va répondre à tous à certains raisonnements sur la question de la définition du politique. En fait, il y a 2 dimensions dans l'article, à la fois de voir ce que les acteurs actifs, les centres sociaux, mettent derrière le mot politique, et pourquoi est-ce qu'il y a ce rejet parfois, cette revendication d'un politisme, et qui est lié au fait de réduire souvent le politique à la politique institutionnelle, et aussi proposer une analyse en fait de ce qui se passe dans les centres sociaux à partir d'une conception du politique. Alors j'ai défini au début de ma présentation, qui est de dire justement de s'éloigner de cette restriction de la politique à la conquête du pouvoir et d'être dans une conception plus large, donc avec cette approche de néa-yazov, cette conversation animée par l'esprit public, le fait que quand on discute d'avoir la grande société en fait en fond de toile des discussions, cet élargissement du champ des préoccupations et le fait d'avoir des discours qui s'orientent vers le bien commun, la dénonciation d'injustice ou la revendication de droits. Et ça on repère l'approche que j'ai développée, c'est l'approche maison, en fait, par les interactions, par les conversations ordinaires dans différents lieux du centre social. Et ce qu'on repère, c'est qu'il y a effectivement des formes d'expression du politique de cette manière-là, où il y a des injustices qui peuvent être exprimées, où il y a des problèmes communs qui peuvent être partagés. Mais en fait, ça ne débouche pas forcément sur des revendications collectives, sur des mobilisations, pour plusieurs raisons, et notamment parce que
les salariés, par exemple, qui animent l'espace rencontre, ne s'emparent pas de ces questions-là quand elles sont exprimées par des usagères du centre social, des femmes qui sont dans l'espace rencontre. Par exemple, elles s'appuient pas dessus pour politiser la discussion, pour dire, on va peut-être faire quelque chose ensemble. Enfin, après, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Est-ce que tu disais, Anne, il y a effectivement des moments où il y a des recueils de besoins de soins des habitants, et surtout, par exemple, au moment où, alors, peut-être dans les commissions usagées, sur des questions assez basiques, hein, de besoins du centre social, pour les différentes activités, au moment où du renouvellement du projet du centre social, bon, là, on va aller, effectivement, on va faire du aller vers, on va aller voir différents publics, ceux qui sont au centre social et puis d'autres. Et là, Achille, c'est assez intéressant parce qu'il y a même des évolutions assez importantes pendant les 2 ans de l'enquête et liées à plusieurs choses, et notamment, en fait, on a eu beaucoup de discussions dans le cadre de la recherche où il y a eu une formation des bénévoles et des salariés avec l'Institut Anity, que vous connaissez bien, Julien, qui sortaient du comité organisatif pour aller vers et pour recueillir les besoins. Donc, il y a aussi des tabous aussi. Enfin, il y a eu pas mal d'évolutions et c'est aussi en partie les effets de la recherche, mais pas seulement. Et donc, voilà, ça, c'est assez intéressant et ça permet de faire le lien avec la question sur l'aller vers. Et je dirais juste sur la question des liens avec les autres associations sur le territoire, parce que j'ai pu observer dans le cas de Chinon, le centre social, c'est la principale association sociale en fait, sur le territoire, donc avec une importance vraiment grande. Et donc, du coup, c'est l'association qui est assez centrale pour pas mal d'activités, de projets qui sont menés par plusieurs associations. Donc, qui jouent un rôle, par exemple, avec l'association de quartier, dans des quartiers populaires, avec l'association d'aide aux migrants, enfin, et en appuyant certaines activités, en dansant des fêtes dans les quartiers, mais en même temps, dès qu'il y a des moments où les autres associations sont plus dans une logique contestataire qui peut aller dans une logique un peu de contre-pouvoir face au pouvoir public, bah là, ça bloque, quoi. Enfin, là, il y a des réticences qui peuvent s'exprimer. Merci pour toutes ces questions très, très riches auxquelles on ne pourra pas répondre. On va choisir celles auxquelles on veut répondre. Moi, je voudrais revenir sur la nouvelle conception de l'accompagnement vers le pouvoir d'agir. Donc, je trouve que déjà, l'idée qu'on accompagnerait des gens vers le pouvoir d'agir questionne. Dans l'article, je cite une collègue anthropologue qui dit que la volonté de renforcer les capacités des autres suppose en effet que l'expert est doté de la capacité de diagnostiquer et de corriger un déficit de capacité chez un autre. Donc, ça présuppose qu'il est déjà meilleur que l'autre. Donc, là, et pour moi, ça répondra en partie à la question de Jacques. Il me semble que la question centrale, c'est dans la question politique et démocratique, c'est la question de l'égalité. Dans Rancière, il dit que la politique de l'égalité, c'est la vérification constante de l'égalité. Et si je dois donner une définition de ce qui est pour moi la politique et la citoyenneté, c'est la vérification constante de l'égalité. Et il me semble que si on a ça comme guide, ça permet effectivement de modifier une partie des calculs et puis la question du passage au collectif aussi. Je pense que ça, c'est un critère de politisation qui est important. Et la compréhension du fait que l'individuel et l'accompagnement individuel n'est pas forcément la première marche vers le collectif. Et que ça marche souvent et quelquefois mieux dans l'autre sens. Et en commençant par le collectif. Et pas par, voilà, mais donc c'est des réponses en vrai, qu'on sait comment ça veut dire. Je pense que tout ça peut être comme ça. Mais merci en tout cas. Pour reprendre un peu ce que disait Héloïse, de la définition du politique, le fait d'agir en ayant comme référence des valeurs comme l'égalité, le bien commun, etc. En fait, ce qui m'a marqué dans le travail que j'ai fait dans ma thèse, c'est que il y a pas vrai, ce qui se passe dans les centres sociaux, c'est pas vraiment une dépolitisation dans le sens où les centres sociaux n'agiraient pas en fonction de valeurs et d'orientation, mais un évitement du politique dans le sens où on n'assume pas et on ne prend pas le temps de réfléchir sur qu'est-ce qui nous guide, quelles sont nos valeurs. Moi, j'ai eu un temps hyper intéressant d'intervention près de la Fédération de Bretagne des centres sociaux. Ils sont en période de renouvellement de leur projet fédéral. Et on a pris tout un temps sur un séminaire entre le CA et l'équipe de discuter du socle politique de leur futur projet fédéral. Ils n'avaient pas de socle politique dans leur projet fédéral actuel. Ils aimeraient bien en avoir un. Et du coup, on a travaillé sur des articles de presse sur des enjeux de racisme, de discrimination, sur des enjeux d'inégalité, etc. Et en demandant au CA à l'équipe, est-ce que c'est quelque chose qui concerne les centres sociaux? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose qui concerne la Fédé? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et le fait qu'on démarre sur le fait de se dire oui, ça nous concerne, oui, on veut agir dessus,
Du coup, l'après-midi qui était consacré au partenariat, qui était consacré à la gouvernance de la Fédé, qui était consacré à la manière dont on agit auprès des centres sociaux, eh ben, elle a été infusée par toute cette réflexion qu'on avait au début sur, ben, en fait, on a envie de tendre vers ces choses-là. Et je pense que la repolitisation, c'est aussi se réapproprier juste le fait qu'on a envie de définir par nous-mêmes nos orientations et pas juste être un catalogue d'orientations décidées par d'autres et par nos partenaires. D'ailleurs, un catalogue avec des injonctions qui sont très souvent très contradictoires en termes de public, en termes d'objectifs, etc. Et donc, voilà, je pense pas qu'il y ait une dépolitisation des centres sociaux, mais il y a un évitement et on se rend même plus compte des fois du caractère politique derrière la normalité de nos pratiques quotidiennes. Et c'est peut-être ça l'enjeu aussi de nos échanges aujourd'hui. Voilà. Merci.